à la queue leu. Donc, c'est Obi-Wan qui évalue l'obinutuzumab pour l'induction de la rémission chez les patients atteints de granulomatose avec polyangéite, avec en KPR3 en rechute. Donc, c'est une étude de phase 2, prospective ouverte. Et le rationnel, c'est que d'une part, vous savez que le rituximab tel qu'on l'utilise aujourd'hui, en tout cas pour le maintien de la rémission, et la prévention des rechutes, quand même, à l'arrêt du traitement est associée quand même, c'est la courbe noire, à des rechutes tardives. Les Américains ont bien montré dans Ritazarem, vous savez, le Menritsan anglo-saxon, que même en bombardant les patients de rituximab, ils vont rechuter quasiment à peu près de manière identique, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes malades. Mais donc, il y a authentiquement des patients dont le niveau de déplétion, ou en tout cas, qui sous rituximab, ne vont pas vont être des rechuteurs persistants. Et l'autre chose, c'est que il y a un essai émulé des Américains qui a montré que l'obtention d'une négativation des ANCA à 6 mois, c'est-à-dire vraiment ce qu'on pourrait appeler la rémission clinico-sérologique, est prédictive de la survie sans rechute. Et donc, obtenir une rémission et idéalement une rémission clinico-sérologique pourrait avoir un intérêt. Et c'est vrai que l'obinutuzumab, qui est une nouvelle génération d'anti-CD20, par la déplétion lymphocyte Rb plus profonde qu'il produit, pourrait avoir un intérêt chez les patients qui sont à risque de rechute et en particulier les GPA PR3 en rechute, puisqu'on sait qu'ils cumulent les facteurs de risque de rechute. Donc, l'obinutuzumab, vous savez, par rapport au rituximab, bon, s'il est humanisé, mais il a un niveau de déplétion lymphocyte Rb qui va être plus performant que le rituximab. Le ritux est en vert, l'obinutuzumab en violet, et notamment pour certains mécanismes de la mort cellulaire que sont la cytotoxicité dépendante des anticorps, la cytotoxicité directe, notamment. Et donc, pour cette raison, les niveaux de déplétion lymphocyte Rb avec l'obinutuzumab sont plus profonds et c'est ça qui explique que notamment l'obinutuzumab se soit lancé dans le lupus alors que les essais Ritux étaient négatifs. Donc, c'est vraiment parce que les patients qui déplètent plus profondément ont probablement potentiellement, en tout cas, une meilleure efficacité. Donc, ça sera une étude de phase 2 en un seul bras, non comparatif, parce que nous avions soumis Obi-Wan une première fois au PHRC pour un essai Ritux versus Obi, Nutuzumab, un petit peu comme l'ont fait les New England sur la leucémie lymphoïde chronique, sur le lymphome folliculaire. Et on nous a dit, non, revenez avec une étude plus préliminaire de phase 2, ouverte, un bras. Donc, la deuxième année, on a fait ça et on nous a dit, on vous prend, mais vous auriez pu faire une étude comparative. Donc, c'est pour vous dire que parfois, c'est compliqué la recherche. Donc, en tout cas, ça ciblera des patients qui ont une GPA-PR3, qui ont une maladie active et qui sont en rechute. Et l'objectif, c'est de déterminer peut-être cet objectif qui n'est pas un objectif très commun d'habitude, d'obtenir comme critère de jugement principal la proportion de patients avec un BIVAS à 0 et des encas négatifs. Mais d'un autre côté, on est sur un essai de phase 2, monobras, donc un peu exploratoire. Et on pouvait voir dans l'obinutuzumab le fait qu'il négative plus profondément que le rituximab, en tout cas. Et donc, c'est ça notre critère de jugement exploratoire. Ça sera une étude multicentrique de phase 2 avec le schéma d'obinutuzumab un petit peu habituel. C'est une étude qui est de 12 mois. Donc, généralement, comme dans le lupus, c'est 1 gramme J1, J15, puis ensuite deux perfusions à 6 mois plus tard, donc S24, F26, un schéma de décroissance standardisé et le calcul d'effectifs en se basant sur le taux attendu chez ces rechuteurs, en tout cas d'obtention de la rémission, notamment en utilisant les données de l'essai RAVE, les données d'autres essais, faisait que ça faisait, en tout cas dans cette étude exploratoire, un total de 33 patients à inclure. Donc, ce n'est pas des patients qui sont quand même assez fréquents. Donc, on se dit qu'en tout cas, pour une étude exploratoire et en tout cas de preuve de concept de l'obinutuzumab, ça sera probablement quelque chose de faisable. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? On attendait, comme je vous ai dit, que Satellite veuille bien commencer. Donc, première chose obtenue. Et là, on en est dans les soumissions réglementaires. Et donc, l'objectif, c'est probablement qu'on débute courant 2024. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Obi-Wan. Oui, Xavier, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît?
Merci Benjamin. Oui, j'ai une question qui est un peu une question de stratégie d'essai thérapeutique. Les Américains font exactement la même étude avec le même design. Comment tu vas te positionner par rapport à eux? Est-ce que tu vas commencer et finir avant eux? Est-ce que tu vas commencer quand ils auront publié l'étude? Comment tu vois les choses? Parce que c'est pas fréquent qu'il y ait deux études à peu près comparables en même temps. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Et je me pends ou comment tu vois les choses? Non, je rigole. Non. Écoute, après, j'ai envie de dire que se dire qu'une étude dans un endroit dans le monde suffira à donner une information infaillible, je pense que de toute façon, beaucoup de données viennent dans la réplication des choses et sur les expériences. Hein. Après, j'avoue que je sais pas, j'ai pas vu leur protocole, donc je ne sais pas s'ils ciblent tous les patients GPA PR3 ou uniquement les rechuteurs, mais il y a des chances que j'essaye les mêmes pirouettes qu'ils ont fait pour justifier que Ritazarem gardait un intérêt en disant bah, nous, c'était des malades tous induits comme ça, qui étaient que des rechuteurs, mais on trouvera sûrement des petites subtilités. Et après, bah, je ne sais pas quoi te dire, sauf si tu as le protocole et on pourra voir en effet les différents axes. Mais je ne vois pas comment on pourrait trop changer des critères parce que c'est une population qu'on a choisie qui... Ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que pour la solidité, parce que la négativation, c'est une chose, mais l'absence de réapparition, c'est aussi quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'un critère supplémentaire, ça ne serait pas de se donner du temps pour vérifier la non-réapparition en fait, des encas? C'est-à-dire, par exemple, que peut-être le critère de jugement, en effet, ça serait comme parfois on voit, c'est-à-dire pas à un temps donné, mais négativation et rémission à S24 qui persistent jusqu'à... Tout à fait, c'est quelque chose qui en plus peut solidifier. C'est vrai que les encas, c'est une analyse, quand elle se répète et qu'elle persiste, c'est une bonne remarque. Ouais. Je pense qu'on pourrait discuter ça, mais il faut qu'on voit leur protoc, en effet. Ah, rémission aussi sans encas. Ouais. Donc, eux, ils ont eu la chance de pouvoir faire une étude prospective, mais qui après 15 versus 15, ça sera de l'exploratoire aussi. Nous, on s'est basé comme cohorte contrôle sur des données historiques, entre guillemets. Eux, ça sera parce que, donc, bon, après, non, bah, l'idée, ça sera d'avoir soit deux études qui confirmeront la même chose et qui pousseront à faire une étude de phase 3, soit en effet, si Toulouse ouvre vite, on aura fini avant. Hein. 15 jours. 15 jours. Faudra par contre attendre quelques jours que le médicament soit livré, hein, tu acceptes? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Bon, bah, on avait laissé un temps pour. Il y a une question au fond. Ah, oui, pardon, oui, François. « 24 semaines. Pourquoi? En tout cas, c'est parce que c'est l'équivalent, ça tombe à un traitement d'entretien comme le serait un Ritux à 6 mois. Et en fait, c'est un J1, J15 au début et un re-J1, J15 à 6 mois. Parce que c'est comme ça qu'est utilisé le schéma dans le lupus. Alors, on aurait pu se dire, vu qu'on paye le médoc et que c'est pas le financé par le laboratoire, est-ce qu'on ferait pas l'économie du J1, J15 à 6 mois puisque maintenant, on le fait plus trop quand on induit Ritux. Bon, après, je me dis, c'est pas mal si le lupus a fait comme ça, c'est peut-être pas mal pour une étude exploratoire d'avoir un schéma qui correspond un peu à quelque chose, quoi. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'à S52, une fois l'étude finie, l'étude s'arrête et donc, est-ce qu'on continuera à traiter les gens sous OBI? Comme ça sera des rechuteurs, il y a des chances que de toute façon, il y a un rationnel à continuer, hein. Mais on sera hors étude, hors protocole. Ouais. Après, on pourrait rediscuter de ne pas mettre le J15, mais après, ça fait faire un protocole différent de ce qui est fait dans toutes les autres maladies. Moi, je trouve qu'on peut commencer à tous faire différemment, mais enfin, je sais pas. Non, mais avec le Ritux, là, c'est pas une étude d'enregistrement, hein. Mais non, mais à discuter, en effet. Alors, une question de Bernard Bonnod. Est-ce que les patients qui rechutent après arrêt du Ritux, mais pour lequel le Ritux a entraîné une disparition des anti-PR3,
seront incluables. Alors, à partir du moment où ils rechutent et ils ont des encas à la rechute, ils seront incluables, qu'ils aient, entre guillemets, négativé sous Ritux avant et que ça ait réapparu ou qu'il n'ait pas rénégativé. Bah, là, comme on teste la rémission clinico-sérologique, il faudra qu'ils aient des PR3 comme avait Rêve. On perdra peut-être quelques malades, mais quand même, les PR3, ils repositivent souvent quand même, pas toujours. Mais ceux qui ne repositivent pas, c'est quand même ceux qui iront dans satellite et qui sont quand même difficiles à évaluer, je trouve, souvent. Oui. J15 avant de faire un entretien là. Pourquoi pas 500 mg? Non, mais c'était des questions qu'on avait eues. On s'est vraiment dit, le lupus a évalué ce schéma-là. C'était, on va dire, un peu la simplicité de se caler, mais sur ce qui était déjà fait. Mais après, ouais, ça ferait faire des économies. Mais je sais pas, ça, c'est un point à discuter. En tout cas, je pense qu'on est à un moment où on peut encore, dans le protocole, influer là-dessus. Je sais pas si. C'est la rémission. On ne testait pas le traitement d'attaque. C'était donc quand même assez différent. Oui. Là, tu testes un traitement d'attaque, donc c'est pas très compréhensible de diminuer la dose. Ouais. En maîtrise de sang, c'était différent. C'est un traitement d'entretien, donc on a dit pourquoi donner la même dose que le traitement d'attaque. On se dit que s'il y a des effets positifs, il y aura sûrement un essai derrière qui sera mène au bit de sang et qui comparera des doses plus faibles, enfin tout ça. Mais en effet, là, c'est peut-être… Oui, Thomas. C'est quand même… Bah, je dirais qu'à ce stade, c'est juste d'évaluer que nos malades vont avoir une balance bénéfice-risque acceptable et qui vont pas, comme une question qui est posée, notamment sur le risque d'hypogamma. Encore une fois, c'est 33 patients, un seul bras. Mais après, derrière, si on voit que c'est un traitement qui est bien toléré, qui négative beaucoup, la question derrière, ça sera éventuellement, comme tu dis, dans du peu de voir comme endurance. Pour ceux qui connaissent pas, endurance, c'est un protocole hollandais qui étudie en gros Ritux endoxant, mais en plus, encore une fois, un schéma encore différent. Parce que c'est ça qui est toujours un peu gênant, c'est que tout le monde fasse des protocoles. Les Anglais, ils ont leur protocole Ritux endoxant. Enfin, et en gros, c'est je fais 6 endoxants et le Ritux complet, donc c'est pas le Ritux VAS. Et après, ils regardent si ils peuvent faire un Menrid 102, un peu un traitement à la demande, et ils vont, en ayant tapé fort, épargner le Ritux en entretien. Ça sera, je pense, le temps d'après, quoi. Là, l'idée, c'était vraiment de se lancer un peu comme Nobility. Alors bon, Nobility, c'était payé par le labo, donc c'était un été comparatif, mais c'était un peu ça l'idée. Et puis encore une fois, avec un design où on a été contraint de faire un monobras, je pense qu'avec ces données, on aura plus de liberté derrière pour faire d'autres choses. Hein. Alors, c'est un truc, en allant à la SFNDT, en écoutant le PNDS glomérulonéphrite extramembraneuse, j'ai appris en effet qu'en néphrologie, vous aviez énormément d'immunisation anti-Ritux, notamment dans les GEM. Il n'y a pas beaucoup de données, mais l'expérience, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans les vascularites. D'une part, parce que le médicament n'est pas éliminé, donc il y a peut-être une efficacité plus profonde et on cible la cellule coupable de l'apparition des anticorps anti-médicaments. Mais ça, c'est un truc qu'on veut faire sur les sérothèques et les protocoles Vasco, tout ça, de mesurer à tous les 6 mois l'apparition des anti-rituximab s'il y en a, mais c'est pas quelque chose qu'on observe trop, l'échappement au Ritux, contrairement à, j'ai l'impression, dans la GEM, ou comme avec les anti-TNF. Ouais, dans le syndrome néphrotique idiopathique, c'est pareil. On a des anticorps anti-Ritux aussi qui apparaissent et c'est extrêmement fréquemment en fait. Hein. Et l'idée, c'est que peut-être, comme il y a une hypoalbuminémie, il y a plus de Ritux exposés à l'immunisation potentielle. Ouais. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est vrai que dans plusieurs pathologies rénales avec des fortes protéinuries, on a l'apparition d'anticorps anti-Ritux qu'on ne comprend pas très bien. Patients ont essayé de traiter par Ritux, opportunité de regarder à l'inclusion dans… Tout à fait, ouais. Une petite originalité, ouais. En plus, voilà, il y avait tant de patients qui avaient des chances de mal répondre au Ritux, ça ne rien.
Des problèmes pour lobby. Pour la réintroduction, si tu veux, parce qu'il y a un effet peut-être de classe, mais il y a Nice, justement, qui a un protocole un peu particulier chez les patients qui ont une réaction, effectivement, au Ritux avec des anticorps, où ils ont un protocole avec lobby est particulier. Donc, alors, ça ne marche pas à tous les coups, si je puis dire, mais enfin, du moins, tu peux réintroduire de temps en temps lobby chez les patients qui ont... Mais c'est vrai qu'on connaît quand même assez mal, hein, en tout cas dans le champ des vascularites.